Bonjour, on est le 22 août 2019. Bon, la température est de environ 27-28 degrés. Il y a un petit réchauffement. C'est magnifique, on peut encore sortir se balader tant qu'il en est temps parce qu'après on ne sait pas ce qui nous attendra, je veux dire, pour le mois de septembre. Donc autant profiter quand il y a du soleil, de sortir un petit peu pour s'aérer l'esprit, s'aérer, je veux dire, au niveau, voilà, faire de la gymnastique ou courir, marcher, peu importe ce que vous voulez, mais sortir pour s'aérer à un temps qui est favorable à la sortie. Bon. Ici, je vais vous proposer quelque chose de fondamental dans le calcul des limites. Et donc, vous allez voir à quoi je vais aboutir en calculant cette limite-là, qui est la limite quand delta x tend vers 0 de 1 plus delta x, 1 sur delta x. Delta x, c'est-à-dire delta x étant, on va tendre vers c'est un infiniment petit, hein, il va tendre vers 0 de plus en plus petit. Voilà, je vous rappelle que la tendance, c'est de se rapprocher le plus. Ici, c'est le cas de 0, hein, c'est de se rapprocher le plus de 0. Mais, bien sûr, comme vous comprendrez qu'on est dans R, l'ensemble des nombres réels, ben, je veux dire qu'on va se rapprocher sans jamais atteindre le 0. Parce que entre deux valeurs, il y a toujours une valeur intérieure. C'est ça, c'est, je veux dire, la caractéristique des nombres réels, c'est que vous prenez deux nombres, aussi petits soient-ils, vous trouverez toujours un nombre qui est à l'intérieur de cet intervalle que vous avez pris. Si je prends un intervalle delta, aussi petit soit-il, voilà delta, mais je sais toujours trouver un nombre qui est à l'intérieur de cet intervalle, aussi petit soit-il. Donc, c'est ça, la tendance vers 0 est une tendance infiniment petite, hein, qui va s'approcher de 0 sans jamais atteindre le 0. Alors, donc ici, on demande la tendance quand delta x tend vers 0 de cette expression-là, où là j'ai un décroissement vers 0, mais plus 1. Qu'est-ce qu'on peut se dire ici Mais un accroissement vers 0 plus 1, ben on va tendre vers 1. Fatalement, parce que si je tends vers 0 ici, ben là je vais tendre vers 1. Par contre, si maintenant je me dis que je vais tendre vers 1 ici, bien ici, 1 sur 0, j'aurai l'infini. Parce que 1 sur 0, la tendance d'une fraction, quand on tend vers 0 au dénominateur, ben, la fraction devient de plus en plus grande au point de tendre vers l'infini. Donc, ceci revient à faire 1 exposant l'infini. 1 exposant l'infini. C'est très caractéristique, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez voir pourquoi. C'est très, très spécifique. Très, voilà. Parce qu'on sait bien que normalement, une tendance, déjà ici une tendance, si je tends vers 1, voilà, un exposant. Si je devais prendre un, ici la tendance elle tend vers 0. Hein. Faut faire attention, elle tend vers 0. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura une spécificité. Parce que si je n'avais que ceci, il n'y a pas de problème. Je pourrais trouver la tendance quand delta x tend vers 0 de 1 plus delta x fait 1. Mais ce qui va rendre la chose spécifique, c'est l'exposant. Donc, ici, on a affaire, si vous voulez, à une expression 1 plus delta x. Hein. Si je prends a est égal à 1 plus delta x, j'aurai a exposant 1 sur delta x. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, pour éviter de calculer, je veux dire, par rapport à un delta x qui tend vers 0, je vais faire le contraire. Pour le mettre dans un tableau, je vais faire évoluer les valeurs de manière de plus en plus grande, plutôt que de plus en plus petite. Je vais jouer avec des grandes valeurs plutôt que des petites valeurs. Alors pour ça, je vais poser n. N est égal à l'inverse de delta x. Je vais prendre n tendant vers l'inverse de delta x. Mais vous comprendrez que quand on fait un changement de variable, il faut contrôler. Parce que si je tends vers 0 pour delta x, ça veut dire que 1 sur 0 va tendre vers, n va tendre vers l'infini. Voilà. N va tendre vers l'infini, alors que delta x tend vers 0.
Là, si je fais tendre delta x vers 0, mais l'inverse de la tendance inverse va tendre vers des nombres de plus en plus grands. Donc n va tendre vers l'infini. Hein, si vous prenez 1 sur 0, 1, 1 sur 0, 0, 1, 1 sur 0, 0, 0, 1, ben, là vous tendez vers de plus en plus vers 0. Hein. 0,1 est proche de 0, mais 0,1, 0,01 est beaucoup plus proche de 0,1, de 0 que de 0,1. Voilà, 0,001 est beaucoup plus proche de 0 que 0,01. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 10, 100, et là, ça va donner 1000. Vous comprendrez qu'ici, quand plus on s'approche de 0 au dénominateur, et plus le nombre devient de plus en plus grand. C'est ce que je dis ici, quand le nombre tend vers 0, le nombre, l'inverse va tendre vers l'infini. Donc je joue avec l'inverse, je fais un changement de variable. Pour jouer avec des grands nombres et pas avec des petits nombres. C'est juste une astuce pour jouer avec des grands nombres. Mais j'aurais pu calculer comme ceci, hein, la tendance quand delta x tend vers 0. Moi je préfère faire un tableau de valeurs qui va tendre, n va tendre vers plus l'infini. Mais à ce moment-là, je fais un changement de variable, puisque j'ai plus delta x, puisque j'ai posé n égale 1 plus delta x. Donc ici, j'ai l'inverse de n. Puisque si delta x est égal à... Si 1 sur delta x est égal à n, ben, delta x, l'inverse est égal à 1 sur n. J'inverse, voilà, là c'est n sur 1. Si j'inverse, delta x est égal à 1 sur n. C'est ce que j'écris là. Donc ici, 1 sur delta x, j'ai posé égal à n. J'ai posé 1 sur delta x égale à n. Donc celui-ci, j'ai n. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire qu'on a la même chose, il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer, c'est juste un changement de variable. Du moment que je fais tendre delta x ici vers 0 et delta n vers, et n vers plus l'infini, il n'y a aucun souci, c'est la même chose. Je peux vous prouver. Ici, j'ai bien 1 là. Là, si je fais tendre vers l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Par contre, le n va tendre vers l'infini. Donc, tous les deux ici, auront, je vais dire, une expression qui sera 1 exposant à l'infini. Voilà. Donc, ça veut dire que là, j'avais a exposant 1 sur delta x. Et bien, j'ai rendu la chose ici a exposant... Oui, parce qu'à l'intérieur, il va tendre vers 1. Hein. Donc, c'est 1 exposant delta. Là, cette fois-ci, a exposant n. La deuxième écriture va s'écrire de cette manière, comme ça, la limite quand n tend vers plus l'infini. De an. A exposant n, avec a qui vaut 1, parce que vous allez comprendre que là, on va tendre vers 1. On va vite tendre vers 1. Alors, la problématique n'est pas, vous comprendrez, c'est pas ça. C'est ça la problématique. C'est la puissance. C'est la puissance infinie qui est problématique. C'est de là que vient, je veux dire, cette spécificité, c'est de ce fameux n. Bon, alors on va évaluer que vaut 1 exposant à l'infini. Voilà. Pour ça, je vais faire un tableau et je vais faire n tendre n. Je vais faire un tableau. Voilà, ici, n. Je vais faire tendre n vers des grandes valeurs. Ici, je ne vais pas parler de l'infini parce que je sais pas parce que c'est moi-même, je sais pas ce que c'est que l'infini. Par contre, je vais faire tendre vers des grandes valeurs. Je vais prendre n égale 10, je vais prendre 100, je vais prendre 1000, je vais prendre 10 exposant 10, et je crois que ça me suffira. Je vous dirai pourquoi ça me suffira. Voilà. Ici, je vais mettre 1 plus n, hein, la première partie, sans l'exposant. 1 plus 1 sur n, je m'excuse. 1 plus 1 sur n. 1 plus 1 sur n. Voilà. J'aurai la première partie. Et puis, après, quand j'aurai calculé ceci, ben, je referai un calcul avec cette fois-ci l'exposant n. Bon, on va entamer la chose. Donc, on sait bien que 10, l'inverse de 10, c'est un dixième. Donc, c'est 0,1. Un dixième, je m'excuse. Un dixième. C'est 1,1. Là, j'ai un dixième. Hein. 1 plus 0,1, ça fait 1,1. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que dans 10, il y a un 0. Donc, dans 1,1, il y a 0, 0. Parce que je dois enlever un 0, puisque là, j'ai la place du 1. La place du 1 prend la place du 0.
Dans 1 dixième, la place du 1 va prendre la place du 0, du premier 0. Donc, à la place d'avoir, si vous voulez, 1 dixième, ça s'écrit comme ceci. Mais comme je dois placer le 1 à la place du 0, mais je perds le 0. Donc, à chaque fois, toutes les écritures, ça va être pareil. Ils vont perdre un 0, puisqu'il y a la place du 1 à chaque fois. Ça veut dire que ici, je peux avoir, j'aurai un 1, 1, 1. Voilà. Alors, là, j'aurai 1,1. Puisque j'ai un 0, j'en ai 0 ici. J'ai 2 0, là j'ai un 0. J'ai 3 0, j'ai plus que 2 0. Et là j'ai 10 0, j'ai plus que 9 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis je mets le 1. Donc j'ai 9 0. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 0. Et puis je mets le 1. Voilà. Bon, la première constatation de ça, c'est qu'en fait, ici, on tend vers 1. 1,1, 1,01, 1,001, 1,000000001. Ça veut dire que plus 10 exposant n est grand. Ah, ici j'ai pris 10, hein, les puissance de 10, pour vous montrer, pour construire des nombres très grands. Hein. Parce que vous pouvez prendre ce que vous voulez comme n, hein, vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5, 1000, 1 milliard, ou je sais pas moi, 2 milliards 777 755, enfin peu importe. Le n, sa tendance, vous choisissez vous ce que vous voulez, ce que vous voulez comme nombre. Alors, du moment qu'ils s'agrandissent, mais très vite. Parce que sinon, vous ne verrez pas de grand écart. C'est pour ça que j'ai pris 10, 100. Là, on a multiplié par 10. Bon, j'ai fait un facteur de 10. Là, là j'ai fait un facteur de 10 aussi. Voilà, c'est pas encore beaucoup. Par contre, là, je suis passé directement à un facteur entre celui-ci et celui-là. Un facteur de 3, 3, 10, 3, 7. Ça fait un facteur de 3, 7. 17. Donc, j'ai fait un grand saut. Ici, j'ai fait un grand saut. Et vous pouvez faire des grands sauts, les plus grands sauts que vous voulez, pour autant que votre machine le permet. Voilà. Pour autant que votre machine vous le permet. Parce que si votre machine ne le permet pas, ben, vous ne saurez pas calculer, je veux dire, le nombre pour lequel vous recherchez. Donc la machine est limitée. Je vous ai toujours dit que chaque fois que vous utilisez votre machine, votre machine est limitée. Bon, quel que soit l'ordinateur, tout ce qui est fait par l'être humain est limité. Hein. Il n'y a rien d'illimité par ce qui a été fait par l'être humain. Il y a toujours les limites. Voilà, il n'y a pas de. Il y a toujours des limites. Toujours des limites. L'infini n'existe pas pour le concept de l'être humain. Parce que le concept, toute chose a ses limites. L'être humain est né. Déjà, s'il est né, c'est que il y a une limite, parce que ça a commencé quelque part. Quelque chose sans limite, c'est quelque chose qui n'a jamais commencé. Or, tout a toujours été commencé, sauf dans l'univers, on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, bon, comment ça a été produit par rapport à avant le Big Bang, etc., etc. On ne sait pas si il y a une infinitude là-bas. Personne n'en sait quelque chose. Mais maintenant, est-ce que l'infini existe? C'est la question philosophique qui peut être posée. Mais là n'est pas un débat sur l'infini. Par contre, on a une tendance infinie, ça je peux vous le dire. Hein. On a une tendance qui va croître de plus en avec des valeurs. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Ben, ça veut dire que vous pouvez prendre un nombre aussi grand soit-il, vous pouvez trouver toujours un nombre plus grand que ce nombre que vous avez choisi. Mais donc c'est ça une tendance infinie. C'est-à-dire que, bon, prenez un nombre, vous allez trouver un nombre plus grand que lui. Vous reprenez un nombre, vous allez toujours trouver un nombre, et toujours continuellement comme ça. Et donc bon, ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est dû au fait que l'ensemble des nombres est défini avec une infinitude. Hein. Et le problème, il est là. Voilà, donc c'est idéalisé avec une infinitude. Or, on ne joue jamais avec les infinitudes. Si ce n'est qu'on trouve des limites. On fait des tendances, mais on ne joue avec des nombres, je veux dire, des infinitudes. Hein. On est toujours limité dans les calculs. Hein. Et quels que soient les ordinateurs ou n'importe quoi, tout est limité. Tout est limité. Hein, si je veux faire en sorte que la NASA a le plus gros ordinateur de calcul au monde, ben moi je vais mettre un nombre, aussi grand soit-il, qui dépasse les capacités de la NASA. Donc la NASA ne sera pas calculée. Parce que la NASA, c'est limite aussi. Je veux dire, tout est limité. Tout est limité. Tout a une finitude. Une finitude, on va dire. Mais ça, le débat n'est pas là. Bon, maintenant, on va faire 1,1. On a trouvé 1,1, 1,01, 1,0. On a une tendance vers 1. Vous comprendrez qu'ici, on a une tendance qui va vers 1. Parce que le nombre décimal devient de plus en plus petit pour laisser la place au fameux 1 qui est ici. Donc, on a ici...
on a ici, ça va laisser à la place à 1. Donc c'est comme si vous aviez 1. 1. Quand le nombre devient très grand, c'est comme si vous aviez 1. 1 plus un élément infinitésimal, petit. Donc on a un 1 qui, additionné à un élément infinitésimal petit, va avoir une tendance vers 1. Une tendance vers 1. Et maintenant, ici, si je fais exposant 10, 1,1 exposant 10, là il faut que je prenne ma machine. Voilà. 1.1 exposant 10. Bon, j'arrive, je vais le noter avec 9 décimales, parce que ma machine ici, je l'ai fixée avec l'instruction fixe à l'aide de 9 décimales. Donc de 0 à 9, j'ai choisi 9. Donc je peux mettre 2,593, 742, 460. C'est chose que je vais marquer tout de suite. 2,593, 742, 460. Voilà, avec 9 décimales. 3, 6, 9. Bon, maintenant, je vais faire la suite. 1,01 exposant 1,01 exposant 100. Ce qui fait 2,70. 2,704. 2,704. Alors, je vois 813. J'espère que je ne me trompe pas. 813, et je vois l'écran. 813, 813. 813, qu'est-ce que je vois? 813, 829. Voilà. 829. Je vais bien relire si c'est ça. 2,704, oui, c'est juste. 813, c'est juste. 829, c'est juste. Bon, maintenant, je vais faire le suivant. 1.001 exposant 1000. Bon, on arrive ici à 2,706, 923, 932. Voilà. 2,916. Non, 716, ça commence déjà bien. 716, 923, 923, 932. Et maintenant, je vais faire celui-ci. Donc, c'est 1,0000, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien 9 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros. Puis, je mets le 1. Voilà. Exposant 10, exposant 10. Voilà. 2,71, 18, 28, 18, 28. Bon, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que ceux qui manipulent la machine quotidiennement remarquent que celui-ci, ce nombre-là, il l'a dans sa machine. Ce nombre-là, il l'a dans sa machine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Je vais vous le dire tout de suite. Regardez bien ce qui vaut 2,71, 18, 28, 18, 28. Attention qu'il n'y a pas de... Normalement, il y a 3 petits points. Hein. Non, ici, il n'y a pas de 3 petits points. Voilà. Par contre, 2,71, 18, 28, 18, 28, que je vais vous montrer, normalement, il y a 3 petits points. Parce que c'est le nombre donné pair. C'est le nombre E. Ouais. Donc, je vais aller chercher... Vous voyez cette valeur-là que je viens de trouver? Rien qu'en allant à 10 puis exposant 10, j'ai la valeur de que la machine vous donne pour le nombre E. Or, le nombre E est un nombre illimité non périodique parce que c'est un nombre irrationnel. Il est illimité et non périodique, donc il n'y aura pas de période. C'est pas parce que vous voyez 18, 18, 18, 28, 18, 28 qu'il y aura encore 18, 28 derrière. Loin de là. Pour le nombre que je vais vous montrer maintenant de E. Alors maintenant, je vais vous montrer ce fameux nombre E qui va ressembler à celui-ci. Donc, je vais aller chercher Shift, je vais faire un décalage de ln pour avoir le nombre E. Voilà, là j'ai bien mon E, et je fais E exposant 1. Voilà, 2,71, 18, 28, 18, 28. 2,71, 18, 28, 18, 28. Donc le nombre E, je l'ai tout simplement obtenu comment en faisant E exposant 1. Hein. Exposant 1, parce que si je fais E au carré, c'est 2,71 au carré, je n'aurai pas 2,71, hein, j'aurai un nombre au-delà de 2,71. Donc ça fait 2,71, 18, 28, 18, 28, la machine me le donne avec 9 décimales. Et bien sûr,
comme c'est un nombre irrationnel, je suis obligé de mettre 3 petits points parce qu'il y a une continuation infinie, mais non périodique. C'est pas parce que vous avez 18, 28, 18, 28 qu'il est périodique. Si vous allez voir, vous allez étendre les décimales, vous allez voir que après il n'y a plus de continuation de 18, 28, 18, 28. Bon, ben voilà, on a trouvé que valait cette limite. Que valait, je veux dire, cette tendance infinie. Cette tendance infinie, vous voyez qu'à partir d'ici, là on a 2,5, c'est presque 2,6. Là on a déjà 2,70, là on arrive à 2,71, et là elle va se coincer. C'est-à-dire que on a une limite qui est coincée, qui est, on va dire, une limite qui est bornée. Elle est bornée à 2,71, à 2,71, 828, 18, 28. Elle est bornée. Donc ça veut dire qu'on ne sait plus aller au-delà. On ne sait plus aller au-delà de cette limite. Donc, et cette limite, c'est ce qu'on appelle le nombre E de Neper, qui a été trouvé voilà, par Neper. Bon, certains l'appellent le nombre de la constante de Neper. Le nombre de l'air ou constante de Neper. Voilà. C'est une constante, c'est une constante, c'est une constante de Neper. Mais il y en a qui l'appellent aussi, comment on appelle ça, le nombre de l'air. Nombre de l'air ou le nombre de Neper. Ou la constante de Neper. La constante de Neper. Alors, maintenant, je vais calculer ce nombre de Neper. Je vais calculer cette limite. Là, je l'ai fait au travers d'un tableau. Bon. Alors, on va calculer cette limite. Parce que c'est bien de le faire avec un tableau, mais bon, au départ, vous pouvez le faire avec un tableau. Les premiers savants, peut-être, l'ont fait avec un tableau. Parce qu'ils ne connaissaient pas le nombre E, ils l'ont découvert. Donc, fatalement, ils ne peuvent pas faire ce que je vais faire maintenant, fatalement, parce que ils n'avaient pas encore découvert le nombre E, alors que moi, je vais utiliser le nombre E. Utiliser ce nombre E pour découvrir que j'obtiens bien E. Donc, c'est une démonstration un peu spécifique. Démonstration spécifique, parce que vous voulez découvrir quelque chose et vous partez de lui pour découvrir que c'est lui. C'est un peu bizarre comme définition, hein, comme démonstration. Enfin bref, c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, donc on va découvrir que limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n exposant n, ce nombre-là, ben, c'est comme si je faisais tendre 1 vers l'infini, et eh bien j'obtiens E. Je fais tendre 1 vers l'infini et j'obtiens E. Alors, je vous rappelle que je vous ai dit qu'ici se cache une exponentielle. Hein. Exposant n, c'est une exponentielle. Alors, on va calculer ça. Alors, pour ça, je vais faire appel à des notions. Quelques notions. Donc, je vous ai dit que je vais trouver le E, mais je vais utiliser ce E pour le retrouver. Hein, ça fait bizarre comme démonstration, mais bon, c'est comme ça. Les premiers savants, pour moi, ils l'ont trouvé sous forme d'un tableau comme ça. Hein. Ils ont été, je ne sais pas jusqu'à combien de décimales en calcul. Ils se sont amusés à calculer ça chez eux à la maison pendant un certain temps. Ils ont fait je ne sais pas combien de calculs pour se rendre compte que voilà, la suite qui est ici est bornée. Ils se sont rendus compte qu'elle est bornée. Ils ont été très très loin. Et ils se sont dit bon, que on ne savait pas aller plus loin au niveau du 2,71. Et que, voilà. Et il y a des savants qui l'ont calculé avec un certain nombre de décimales. Hein. Puis voilà. Alors, moi je vais utiliser quand on dit x, quand je dis 1, quand je dis 2, voilà, enfin, quand je dis 1, quand je dis 2, quand je dis 3, quand je dis ce que je veux, eh bien, je peux l'exprimer en fonction du logarithme et de sa réciproque. Donc, je peux dire que ça, c'est soit E de ln de x, c'est-à-dire que E de ln de 1, E de ln de 2, E de ln de 3 est égal à 3. Bon, maintenant, si vous faites un calcul 2 plus 3, si vous écrivez ceci, E de ln de 2 plus E de ln de 3, c'est bon, mais le problème, c'est que si vous écrivez ça en classe, bon, ça ennuie le professeur parce qu'il ne veut pas voir des choses pareilles. Lui, il veut voir 2 plus 3. Il va se dire pourquoi vous faites des choses pareilles. Alors que c'est bon. C'est valable, hein, 2 plus 3, ça fait E de ln de 2 plus E de ln de 3. Ce qui fera, bien sûr, vous comprendrez, E de ln de
ça fait 5, ça fait E de ln de 5. Voilà, ça fera E de ln de 5. Parce que x vaut E de ln de x, tout simplement. Maintenant, je viens de vous dire que E de ln de x, voilà. Donc ici, je viens de vous dire que E de ln sont de réciproques. Sont de réciproques. Voilà. Donc ici, c'est comme si je prends une fonction. Voilà. Je prends une fonction. Je la compose avec elle-même et j'obtiens l'identité dans un ensemble grand X, que je vais appeler, ou grand E. Voilà. L'identité sur E. L'identité sur E, c'est X. Je vous rappelle que voilà. Là, vous avez une fonction. Voilà. X, G, Y. Si on a la bijection, on a une bijection, la propriété de l'application est une bijection ici. Application, ça veut dire que tout sera complet ici. Hein. Voilà, et bijection, tout sera complet, mais le problème, c'est qu'on aura, je veux dire, chaque fois pour un X, un Y. Y1, X1, Y1, X2, Y2, X3. Voilà, tout sera complet à gauche, tout sera complet à droite, mais le complet ici à droite aura chaque fois, si vous voulez, un antécédent. Un et un seul antécédent. Donc le Y1, il a un et un seul antécédent qui est X1. Y2 a un et un seul antécédent qui est X2. Y3 a un et un antécédent qui est X3. Voilà, et ça, c'est l'ensemble des X, et ça, c'est l'ensemble des Y. Alors, si maintenant la relation ici, elle est bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective, c'est-à-dire que pour un X, j'ai une seule flèche, un seul départ de flèche à un seul Y. Là, j'ai un seul départ de flèche, j'arrive à un Y, et tout est complet en X et tout est complet en Y. Tout est complet en X parce que c'est une application, et tout est complet en Y parce que, de 1, c'est une surjection, et c'est une injection parce qu'il y a à chaque fois un départ de flèche et pas deux. Voilà. Et la surjection dit aussi que tout doit être complet ici. Hein. Voilà. Donc, et l'application dit que tout doit être complet ici. Donc la surjection va faire qu'on a complet ici, mais l'injection vient faire en sorte qu'on a plus qu'une flèche possible entre Y et X. Voilà, et au bout du compte, la bijection, ça donne quelque chose de complet, mais chaque fois avec une seule relation pour X, une correspondance, une seule correspondance sur Y. C'est-à-dire que l'antécédent, il n'y en a qu'un seul pour un Y donné. Voilà. Donc ça, c'est une bijection. Bon, mais si une relation est bijective, mais je peux trouver la réciproque. Hein? La réciproque existe. Ça veut dire que j'aurai F-1. Là, j'aurai F-1. Là, j'aurai F-1. Bon, mais là, quand on a une relation comme ça, c'est une relation symétrique. Vous savez que ça, c'est la relation de symétrie. C'est une relation symétrique. Hein, il existe le symétrique, l'antisymétrique et le non symétrique. Mais là, c'est une relation symétrique. Et en plus de ça, si je fais f rond f-1, ben je vais trouver, voilà, ceci. Voilà, voilà, f rond f-1, je vais trouver le x. X qui est l'identité sur l'ensemble grand X. Mais maintenant, ici, je peux faire f. Si je fais f, je compose f. Là, j'ai f. Là, ici, c'est plutôt f rond f. Normalement, ici, celui-ci, c'est f rond f-1 ici. Donc, normalement, j'ai un y. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, c'est f qui est ici. Rond f-1.
Ouais, je compose et j'obtiens Y. Voilà. F rond, F, GF. Bon, F-1. Et si je fais F-1, j'espère que je ne me trompe pas de sens. Hein. Bon, enfin bref. Là, j'aurai l'identité sur X. Voilà. Autant dire que là, j'aurai Y, et là, j'aurai X. Donc, j'aurai Y égale X et X égale Y. Voilà. En disant ça, je dis quoi? Beaucoup de choses, je dis beaucoup de choses en disant ça. Mine de rien, je dis beaucoup de choses. Donc, ce qui veut dire que, en faisant ce que je viens de dire là, ça veut dire que si je fais rond rond F-1, j'obtiens l'identité X. Ah, je vais le faire tout de suite. Donc la réciproque existe parce que j'ai une bijection. Donc je vais faire la même chose avec l'exponentielle. Je prends un X de l'ensemble des X. Je prends l'exponentielle de X. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir Y égale, dans l'ensemble des images ici, Y égale E de X. Maintenant, si je prends la réciproque, mais la réciproque, on sait bien que c'est la fonction logarithme népérien de X. Bien sûr, en valeur absolue. Hein, parce que le logarithme ne peut pas avoir des X négatifs. Le X doit être strictement positif. Il ne peut pas avoir négatif ni zéro. Ln de 0 n'existe pas. Alors, le X ici, je vous le dis tout de suite, je le ferai après. Pour les X, j'expliquerai après. Pour les X. Voilà, donc j'ai X ici. Si je fais, je vais retirer, on sait bien que je veux dire que X appartient à son domaine. Hein. Donc comme ça me permet d'enlever les valeurs absolues. Voilà. X appartient à son domaine. Voilà. Donc ça veut dire que X est strictement positif. Je ne prends pas les négatifs. Voilà. Comme ça, c'est une autre façon de dire que pour enlever les valeurs absolues. Non, c'est des valeurs absolues, mais en disant que X est strictement positif, j'enlève tous les négatifs et le 0. Donc voilà, c'est valable pour X appartenant, si vous voulez, à R plus 0. Pour celui-ci, bien sûr, hein. Pas pour celui-là, parce que là, je peux mettre R. X appartient à R. Pour celui-là. Le X ici, il appartient à R. Et là, le X là, attention que le X là, en fait, c'est le Y. Ouais. C'est plutôt le Y. Voilà, le Y. Voilà. Là, on est mieux. Voilà, parce que c'est Y, donc je vais mettre Y et je vais retomber sur X. Donc ici, c'est plutôt le Y qui appartient à R. Parce que je joue avec la variable Y, parce que je joue avec la réciproque. Voilà. Et donc là, c'est X appartient à R. Voilà. Alors, on sait bien que si je fais F rond F-1, j'ai... là, j'ai F. Hein. F, je vais faire la composition. Hein. Donc, E, et je vais composer avec F-1. F-1, c'est ln de Y. Voilà. Si j'écris ça, j'ai Y. Donc, j'ai l'identité sur Y. Sur Y. Maintenant, si je fais... Je vais retirer le domaine, vous le connaissez, parce que je vais juste l'effacer, parce que j'ai besoin de place. Si j'écris F-1 maintenant, rond F, le F-1, ça c'est F, ça c'est F-1. Voilà. F-1, c'est ln de Y. Y, je vais composer avec le F, donc dans le F, le Y c'est E de X. Y c'est E de X. Donc c'est ln E de X. Voilà, on y est. Donc ça fait toujours X. Et ça, le X c'est l'identité. Ça c'est 1 sur l'ensemble X. C'est l'identité sur X qui est égale à X. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Si je fais F, F, pour avoir X, j'ai dû faire F-1 rond F. Voilà, F-1 rond F, c'est égal à l'identité sur X, qui est égal à X, bien sûr. Hein. Voilà.
Alors que là, j'ai fait F rond F-1 pour avoir l'identité sur Y. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire par là quoi? Mais que E ln de Y existe et que ln de E de X, E de ln de Y égale Y. Et ln de E de X égale X. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ici, ouais, ici je voulais vous dire que c'est symétrique, hein. C'est une relation symétrique. Parce que c'est réciproque. Et la réciproque, c'est une relation symétrique. Mais ici, comme on a la composée de, je veux dire, de f-1 rond f donne l'identité sur x, f rond f-1 donne l'identité sur y, ceci c'est ce qu'on appelle, c'est pas une, donc ça c'est une relation symétrique, mais ça c'est une relation, je sais plus comment on appelle ça, ce type de relation, il y a symétrique, il y a la transitivité, le symétrique et la, je reviens un peu sur le nom, c'est une relation, la symétrie. Je vais aller voir sur internet parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Je ne me rappelle plus du nom. C'est une relation réflexive. Voilà. Elle est réflexive. Et dans les relations réflexives, il y a de trois types. Non réflexive, anti-réflexive et réflexive. Voilà. Donc la relation peut être soit réflexive, non réflexive et ou anti-réflexive. Mais là, elle est réflexive parce qu'il y a une boucle. Il y a une boucle. Il y a même deux boucles, je dirais. Là, elle est réflexive ici, elle est réflexive là-bas. Donc cette relation-là est réflexive. Elle est réflexive. Et elle est symétrique. Et je vous rappelle que dans les symétriques, il existe la non-symétrie, l'antisymétrique et le symétrique. Là, il est symétrique. Puisqu'il y a la réciproque, il y a le symétrique. Et elle est, je veux dire aussi, je vais devoir oublier le nom, donc elle est symétrique, elle est réflexive. Voilà, réflexive. Symétrique et réflexive. Voilà. Bon, maintenant, la transitivité, c'est par rapport à trois ensembles. Hein. Il faut un troisième ensemble pour parler de transitivité. Bon, tout ça pour amener à quoi? Mais vous voyez que ln E de x vaut x, E de ln de y vaut y. Donc, si, c'est ce que je voulais vous dire, x, j'ai pris x est égal à E ln dx, c'est ce que je voulais vous dire, que E et ln sont deux fonctions réciproques. Alors, maintenant, je vais mettre la deuxième formule que je viens de trouver, c'est que ln, ici j'ai E de ln de y égale y, E de ln de y égale y, hein, on a compris. E de ln de y, E de ln de y égale y, voilà, et que ln E de x égale x, voilà, elle est là. C'est ce que je viens de vous montrer. Ln E de x égale x. Ln E de x égale x. En d'autres termes, si maintenant ici je substitue le y par la variable x, ben j'ai ceci. La relation est toujours vraie. X, ln de... Voilà, ceci. Bon, maintenant, si x vaut 1, ça fait 1. Voilà. Alors, moi je peux utiliser soit ceci ou ceci pour calculer la limite, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous que je vous ai dit que je veux trouver E à partir de ceci ou ceci. C'est comme vous voulez. Voilà. Bon, ça c'est mon choix. Je vais partir à partir de... je vais prendre celui-ci. Pourquoi je prends celui-ci et pas celui-là?
Ça, c'est pour démontrer, je veux dire, voilà, c'est pour définir, on peut définir le logarithme à partir de ceci. En partant de ceci, je peux définir le logarithme par les intégrales. Voilà, par les intégrales, je peux définir le logarithme népérien. Voilà, je peux définir le logarithme népérien à partir de ceci. Donc, celui-ci, je peux le bannir. Oui, avant ceci, avant de commencer à calculer la limite, je vais encore vous montrer autre chose par rapport à ces deux fonctions-là. Parce que c'est ces deux fonctions qui sont symétriques, hein, donc qui sont réciproques. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, ça maintenant, on sait bien qu'on va tendre via un tableau vers E, et que je vais vous le démontrer, ce fameux E. Bien sûr, en utilisant le E. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vais utiliser E de ln de x pour démontrer le fameux E. Bon, c'est vrai que c'est une démonstration bizarroïde, et que les premiers savants l'ont fait par des tableaux comme ça, probablement comme ça. Parce que, pour eux, le nombre E n'existait pas. Avant la découverte de E. Après découverte de E, ben, fatalement, on peut mettre en place le nombre E dans des démonstrations, et partir sur ces démonstrations pour démontrer certaines choses qui ont à voir avec le logarithme et les exponentielles. Mais tant que le nombre E n'a pas été trouvé, il est délicat, très délicat de montrer quelque chose. Parce que c'est comme si vous venez de découvrir quelque chose qui n'a jamais été trouvé auparavant. Voilà, et qu'avec ça, il faut commencer à faire toutes des théories sur le nombre E. Je parle du nombre E. Et à partir de là, quand vous avez assez d'éléments pour pouvoir avoir dans votre boîte d'outils qui va concerner le nombre E, vous pouvez faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein, parce que si maintenant Léonard Euler a utilisé ce nombre-là dans les nombres complexes, on a EJ, voilà, le nombre complexe EJ, EJ voilà, EJ. Mais avant de parler de EJ, des complexes de EJ, il faut d'abord trouver ce nombre E. Il faut trouver ce nombre E. Donc il n'existait pas, puis on l'a mis dans les nombres complexes. Bon, je vous rappelle que dans les nombres complexes, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est pas une exponentielle, ça n'a rien à voir, c'est une rotation complexe ouais, d'un certain angle, c'est ça EJ, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est on va dire un cercle d'un rayon donné, donc où vous pouvez le repérer, je veux dire le vecteur tournant à un endroit bien précis en fonction de l'angle donné. Voilà, et son module, voilà, son module constant. Et ça n'a rien à voir avec les exponentielles ici. Voilà. Mais par contre, il utilise quand même l'expression E. Et le E, le nombre E, va donner l'exponentielle de base E. Hein, ce qu'on appelle l'exponentielle. Voilà, c'est l'exponentielle de base E. Qui va donner beaucoup de fonctions. Hein, les fonctions arguments qui vont être les fonctions sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, cotangente hyperbolique. Donc tout ça va naître de l'existence de E de x. Bon, et justement ici je vais vous montrer le E de x. Comment on fait le E de x. Donc le E de x est je veux dire, est le bienvenu pour la science, parce que beaucoup de lois physiques, toutes les lois physiques ne sont pas, je veux dire, des linéaires, ce ne sont pas des droites. Voilà. Vous avez des lois physiques qui sont paraboliques, comme par exemple le tir voilà, qui est parabolique, hein, sous forme de x carré, voilà, parabole ax carré plus bx plus c, voilà, qui est dû à la gravitation, hein, voilà. Il y a des lois linéaires, mais il existe beaucoup de lois exponentielles. Loi exponentielle. Et donc, dès qu'on découvre les lois exponentielles, ben, charge et décharge de condensateur, c'est exponentiel, par exemple. Beaucoup de choses sont exponentielles. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont exponentielles. Et ça donnait toute la théorie, je veux dire, basée sur, comment est-ce qu'on appelle ça, les équations différentielles où on a beaucoup d'exponentielles. On a beaucoup d'équations exponentielles d'équations différentielles en exponentielles.
Voilà. Et puis ça a donné les Laplaciens. Bon, on n'utilise plus les équations différentielles, on se replace en Laplace. Bon, mais de se dire que le monde de E de x va être tel que c'est une source. Hein, on dit, comme on dit, un petit pas pour l'être humain, mais un grand pas pour l'humanité. Mais le E de x, c'est un petit pas pour l'être humain, mais un grand pas pour la science, d'office. Hein. Le E de x, c'est un pas énorme de géant dans les mathématiques. Hein. Bon, donc, avec tous ces mathématiciens qui étaient derrière, hein. Léonard Euler, Leibniz, Huygens, John Napier, toute la bande, voilà, ont utilisé, je veux dire, ces fameuses exponentielles de base E. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle tout d'abord? Je reviens aux fonctions exponentielles. Je vous rappelle que l'exponentielle de base quelconque, c'est a exposant x. A exposant x. Bon, pour a plus grand qu'un, bien sûr. Hein. C'est une fonction qui est croissante comme ça, strictement croissante. Et là, vous avez le 0. Pour 0, vous avez toujours 1. 1, pourquoi? Parce que a exposant 0, ça fait 1. A exposant 0, ça fait toujours 1. Celui-ci ici, là, c'est toujours a exposant x, mais pour a défini entre 0 et 1. Parce que le a, hein, il est compris dans R plus 0 sauf 1. C'est normal, parce que si je mettais A exposant 1 exposant X, ben ça ferait toujours 1. Et en l'infini, ça fait bizarre, parce que on va trouver quelque chose comme E. Donc ça fait toujours 1, mais en l'infini, ça fait pas 1. C'est bizarre. Hein, ça fait toujours 1, et en l'infini, ça fait pas 1. Maintenant, je ne peux pas prendre 1, c'est pour cette raison-là. Donc ça va être donner une fonction constante et pas une fonction strictement croissante. Alors si je prends 0 exposant x, je ne peux pas prendre le 0. Pourquoi? Parce que 0 exposant x, ça fait toujours 0. Et encore, en l'infini, on a encore quelque chose de bizarre. 0 exposant à l'infini, ça fait quelque chose de bizarre. Donc 0 exposant à x, ça fait 0, ça fait une constante qui est 0. Donc on n'aura pas cette fonction-là. Donc il faut en mettre le, si vous voulez, et les négatifs, on les enlève. Hein, parce que bon, une fois, un exposant, si je prends l'exposant qui est positif, puis négatif, puis voilà, je vais avoir quelque chose qui va voilà. Par exemple, si je prends 2, la base 2, 2 exposant 2, ça fait 4. 2 exposant moins 2, ça fait un quart. Donc j'aurai 4, un quart. Voilà, pour 2, j'aurai 4. Pour moins 2, j'aurai un quart. Pour 3, j'aurai 2 exposant 3, 8, ça fait 8. Et pour 2 exposant moins 3, j'aurai un huitième. Donc ça fait bizarre de se retrouver en bas, en haut, en bas. On ne suivra plus cette courbe de fameux AX. Donc on bannit celle-là. On bannit les X négatifs. Voilà, donc il y a deux allures de courbe. Alors je vous rappelle ici que le X, il est comment? Le X, il est appartient au réel. Alors, au départ, AX, on se dit que c'est un rationnel. C'est un rationnel. Au départ, on étend au rationnel, voilà. Et puis après, on se dit que les irrationnels peuvent marcher dans X. Voilà. Donc, comment? En faisant ce qu'on appelle un prolongement de Q vers Q, on va rajouter les I pour avoir R. Donc, on peut mettre dans X. Voilà. Dans X, je peux mettre ce que je veux. Des rationnels ou des irrationnels, donc des nombres réels. Il n'y a pas de problème pour X. Bon, alors maintenant, je vais vous dire tout de suite que ici, moi, je ne veux pas traiter A exposant X pour A compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est E de X. E de X. C'est E de X qui m'intéresse. Mais le E, je viens de voir que c'est 2,71, 18, 28, 18, 28. Donc, ce qui veut dire que le E est plus grand que 1. Vous comprendrez que le A, ça, c'est plus grand que 1. Donc, je vais prendre cette courbe-là. Oui, je vous rappelle que pour A exposant X, quand X vaut 1, on a toujours la base. Ici. Voilà, on a toujours la base. Donc ici, la courbe A de X pour A compris entre 0 et 1, elle est symétrique par rapport à l'axe OX. Hein. Par rapport à l'axe OY, je m'excuse. Par rapport à l'axe OY, elle est symétrique. Voilà. Donc fatalement, voilà, elle sera symétrique pour la bijection, elle sera symétrique aussi. Les deux courbes là sont symétriques par rapport
Voilà. Si je fais une bijection des deux, je vais le faire pour les deux, mais normalement, je dois prendre que E de x. Hein. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est E de x. Donc, A avec A plus grand que 1, je vais prendre E de x. Alors, on va voir ce que ça vaut. Mais avant ça, avant toute chose, on va faire la bijection. On va voir si les bijectives, ces deux fonctions-là. Bon, elles sont toutes les deux bijectives. Pourquoi? Eh bien, ici, si je prends celle-là ou celle-là, c'est toutes deux fonctions de R dans R. Voilà. Leur domaine de définition, mais ils sont tous les deux définis dans R, que ce soit celle-là ou celle-là. Alors, elle est surjective dans de R vers R+, toutes les deux, hein, de R vers R+, elles sont injectives de R vers R+. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, au travers de ceci, elles sont bijectives de R vers R+. Ça veut dire que elle est continue, celle-ci est continue strictement croissante, donc la réciproque existe. Celle-ci est continue et strictement décroissante, donc la réciproque existe. Donc elles sont tous les deux bijectives parce qu'elles sont continues, strictement croissantes ou strictement décroissantes pour celle-là. Donc la réciproque existe pour tous les deux. Il n'y a pas de problème. Je ne dois pas faire une restriction d'ensemble. Je ne dois pas enlever des éléments pour avoir la bijection. Donc tout ceci me permet de dire que je vais faire la comment on appelle ça, la bijection, enfin la réciproque. Je vais chercher la réciproque. Bon, la réciproque, elle se fait au dessin grâce à la fonction identique. La fonction identique qui est y égale x ou x égale y. Bon, voilà, la réciproque de l'un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, si je fais la réciproque de y égale x ou x égale y, je retombe sur elle-même. Donc, j'ai la même courbe. Faites la réciproque de y égale x, mais vous allez avoir, si vous faites dessiner x égale y, vous allez avoir quoi? Une droite à 45 degrés par rapport à l'axe OXY. Maintenant, si vous faites la réciproque de y égale x, vous allez avoir x égale y, c'est-à-dire vous allez retomber sur la même courbe. Voilà, celle-là, elle est identité sur elle-même. Hein. Elle est identité sur elle-même. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si je devais tracer celle-là par rapport à la symétrie orthogonale, par rapport à celle-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Ça va donner ceci. Celle-ci va être comme ceci. Voilà. Ouais, j'essaie de la tracer avec le mieux que je peux, mais voilà. Voilà, elle va passer en 1, parce que si elle coupe en 1, si je fais, voilà, là je vais avoir 1, elle va passer par ici. Voilà. Sachez que c'est symétrique, hein, c'est moi qui ne l'ai pas bien dessiné. Je devrais mieux dessiner que ça, mais enfin bref. Vous comprendrez que celle-là, c'est la symétrique de celle-là, par rapport à l'axe ici, qui est la bisectrice. Bon, voilà. Et l'autre, celle-ci, comme elle est bijective, je peux trouver la réciproque. Voilà, ça va donner cette courbe-là. Celle-là va donner celle-là. Par contre, celle-là va donner une courbe comme ceci. Voilà. Et donc, ces deux-ci sont symétriques par rapport à l'axe X, comme ces deux-ci sont symétriques par rapport à l'axe Y. Voilà, donc là, elles sont réciproques toutes les deux. Toutes les deux, je peux trouver la réciproque. Et comme il y a une symétrie ici, ben, j'aurai une symétrie là-bas, fatalement. Bon, et celle-là, vous comprendrez que c'est le logarithme en base A de x. Logarithme en base A de x. Pour ici, A, celui-ci va donner celle-là, c'est pour A plus grand que 1. Celle-ci va donner celle-là pour A plus grand que 1. Voilà. Et celle-ci pour A plus petit que, compris entre 0 et 1. Donc c'est-à-dire une fraction. Compris entre 0 et 1, c'est une fraction. Voilà. Bon, alors moi ce qui m'intéresse, c'est le A plus grand que 1. Le A plus grand que 1 parce que je vais traiter le E de x. E est plus grand que 1. Voilà. Le E est plus grand que 1. Donc, je ne vais pas traiter pour A compris entre 0 et 1. Je vais enlever cette courbe-là, qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, sa réciproque ne m'intéresse pas non plus. Mais je vais traiter ces deux courbes-là. Donc, je vais prendre la base A, qui est une base particulière qui vaut E. Voilà.
Donc cette fois-ci, là en 1, j'aurai pas E, mais j'aurai en 1, j'aurai pas A, mais en particulier j'aurai E. Pour 1, j'aurai E. Pour 0, j'aurai toujours 1, parce que tout exposant 0, ça fait 1. Je peux vous prouver A exposant 0, pourquoi? Parce que c'est AQ moins Q, ce qui fait AQ sur AQ, et AQ sur AQ, ça fait 1. Parce que A moins Q, AQ fois A moins Q, c'est AQ sur AQ. Hein. Voilà, tout exposant 0 fait 1. C'est pas un problème. Bon. Donc, ce qui veut dire que j'ai là exponentielle de x, mais là, j'ai sa réciproque, ln de x. Y égale ln de x. Alors qu'ici, c'est y égale e de x. Voilà. Donc, ça veut dire que e de x et ln de x sont des réciproques. Voilà. Donc, c'est normal que si je fais e de ln de x, j'ai l'identité. C'est normal que si je fais ln e de x, ben, j'ai aussi x, l'identité. Et donc, ce nombre e est à la base de la création, je veux dire, des logarithmes népériens, de Népère, logarithme népérien. On a e, si on a l'existence de e, ben on a l'existence de logarithme népérien. Si on a l'existence de e de x, ben, on a l'existence de ln de x. D'office, automatiquement, vous voyez que dès que j'ai un e de x qui apparaît, e apparaît par son existence, par quelqu'un qui l'a trouvé, qui est Euler. On trouve e, on en fait l'exponentielle pour toute variable x, et bien la réciproque se crée automatiquement pour avoir une nouvelle fonction qui est y égale ln de x, qui est le logarithme népérien de base e. Logarithme de base e. Bon, le logarithme népérien qui s'écrit bien sûr x égale log en base e de x, qui est le logarithme naturel, comme on dit. Logarithme naturel. Voilà. Donc maintenant, je vais employer ces réciproques, non pas celle-ci, ça c'est pour calculer l'existence, c'est pour définir l'existence du ln par les intégrales. Hein, par les intégrales, bon, ln de e égale 1, grâce à l'air qui vaut 1, je peux définir le logarithme népérien. Moi je vais utiliser, si vous voulez, e de ln de x qui sont deux réciproques. X égale e de ln de x égale 1. Égale x, e de ln de x égale x. Eh bien, je vais l'employer ici. Maintenant, sachant ceci, j'aurai 1 plus 1 sur n. Eh bien, je vais utiliser, bien sûr, comme on sait bien que ceci que tout nombre, si j'ai dit tout à l'heure que x égale e de ln de x. Voilà. Ce qui veut dire que e de ln de n vaut n. Voilà, vaut n. Donc si j'écris ceci, je vais le mettre sous forme d'exponentielle logarithme. Je vais mettre tout ça sous forme d'exponentielle logarithme. Donc, je vais écrire e de ceci, ce qu'on a ici. Je vais faire 1 plus 1 sur n, exposant n. Bien sûr, je vais l'écrire e de ln de 1 plus 1 sur n, exposant 1 sur n. Oh, exposant n. Exposant n, parce que c'est exposant n. Donc, si vous avez compris ceci, x égale e de ln de x, parce que c'est deux fonctions réciproques, hein, et donc je retombe sur la fonction identité, hein, en faisant ce qu'on appelle une réflexivité, f, en faisant f rond f moins 1, j'obtiens le x, Voilà, le x. Donc, j'utilise cette particularité pour trouver que je vais trouver e. Pour avoir E. Mais remarquez que je pars de E pour retrouver E. C'est ce que je vous ai dit. Ça fait bizarre comme démonstration, mais c'est comme ça. Je vous dis, les premiers qui ont fait ça, ils l'ont fait par des tableaux de valeurs. Ils ont été le plus impossible en décimale. Voilà, ils n'ont pas calculé comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas les particularités. Voilà,
voilà, des fonctions exponentielles au départ. Bah, c'est venu, les théories sont venues par après. Bon, donc ce qui veut dire que moi je vais utiliser ça. Alors, quand je mets E, je peux écrire aussi exponentielle. Hein. Ça s'écrit aussi exponentielle de ln, ln de x. Voilà. Ça s'écrit aussi exponentielle de... À la place de ceci, ça s'écrit... C'est ça aussi. J'écris en une ligne à la place d'avoir un petit saut. Là, j'ai pas de saut, c'est sur une ligne, là j'ai un saut. Donc, voyons voir. Maintenant, c'est ce que je vais utiliser ça. Alors, la démonstration est presque terminée, parce qu'on y est. On a tous les éléments pour calculer ceci. Donc, je vais avoir la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de logarithme népérien de 1 plus 1 sur 1 n, n. Voilà. Alors, dans les logarithmes népériens, ceci, on sait bien que ln de a à q, ça fait q ln de a. Donc, l'exposant devient une multiplication, si vous voulez. L'exposant ici devient une multiplication dans les logarithmes népériens. Ça veut dire que ce n-là peut aller ici. C'est exponentiel de n, ln de 1 plus 1. Et voilà, c'est ça qui va nous sauver et de pouvoir trouver tout ce qu'il faut. C'est en rendant ce qui posait problème, c'est pour le calcul de la limite, c'est l'exposant. Ouais, parce que là j'aurai 1 sur l'infini, ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1, et j'aurai 1 exposant l'infini. Voilà, et avec ça, je vais pas loin. Voilà, je vais pas loin avec ça. Parce que c'est une espèce de forme indéterminée. Donc je dois soulever l'indétermination par la manière que je viens de vous montrer. Voilà, par l'exponentielle et logarithme. Les exponentielles et logarithmes permettent de soulever l'indétermination pour finir par trouver par E. Et je parle d'une exponentielle et logarithme pour trouver E. Ben ça, bon, c'est comme ça. Donc ça veut dire que la théorie était faite après l'avoir trouvé le nombre E. C'est ça que je veux dire. Il a fallu développer toute une théorie, puis après, partir de cette théorie, partir d'un E pour retomber sur un E, pour redémontrer le nombre E. Alors, donc c'est vrai que c'est une démonstration un petit peu loufoque, mais c'est comme ça. Elle est acceptable. Ce qui veut dire qu'ici, ln de 1 plus 1, voilà, maintenant, on sait bien que la fonction exponentielle est continue, je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que j'ai su là, elle est continue et strictement croissante, parce que E est plus grand que 1, donc elle est strictement croissante, donc c'est elle est continue, mais je peux sortir, calculer la limite de ce qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle, parce qu'elle est continue. Parce qu'on a vu tantôt qu'il y avait une réciproque. Il y avait une réciproque, c'est qu'elle est bijective. L'objectif, c'est qu'elle est continue, elle est strictement croissante ou décroissante. Ici, elle est strictement croissante parce que E est plus grand que 1. La base A, qui est E ici, est plus grande que 1. Donc elle est strictement croissante. C'est strictement croissante et continue. Elle est, on va dire, là c'est réciproque. Si là c'est réciproque, c'est parce qu'elle est continue, strictement croissante dans ce cas-ci, parce que E est plus grand que 1. Donc s'il est continu, mais je peux faire et retirer mettre la limite à l'intérieur de l'exponentielle. Voilà. Donc c'est un artifice pour m'aider encore une fois et calculer ceci. Voilà. Alors je vais calculer cette limite là. Attention que l'exposant c'est 1 sur n, je me suis trompé ici. C'est 1 sur n. Donc ici j'aurai 1 sur n. Non, c'est n. J'ai regardé. C'est n. Là c'est n. Ça va, j'ai regardé. Je me suis pas trompé, mais là c'est bien n. Voilà. Donc ici, si je calcule l'infini ici, 1 sur l'infini ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0, et là j'aurai l'infini. L'infini fois 0, ça m'aide pas. 0 fois l'infini c'est une forme indéterminée, hein, voilà, donc ça m'aide pas. Donc je vais essayer de soulever cette indétermination en sachant que je vais mettre ceci comme ceci. Donc ici,
J'ai un cas de détermination, là ça fera 1. Normalement, je dois trouver cette limite qui fait... Pour retrouver E, ceci doit valoir 1. Ça doit valoir 1. Donc, parce que je dois trouver exponentielle de 1 fait E. E de 1, c'est-à-dire E. Je dois trouver ceci. Maintenant, si j'arrive à trouver que ceci fait 1, et là, le plus compliqué, ln de n de ln de 1 plus 1. Bon, donc je vais m'intéresser à la limite comment n tend vers plus l'infini de n ln de 1 plus 1 sur n. n ln de 1 plus 1 sur n. Voilà. J'aurai là, on a une forme d'indétermination parce que j'ai là 1 sur n, 1 sur l'infini, ça fait 0. ln de 1, ce qui fait 0. J'aurai 0 fois l'infini. Donc ça pose problème. Ça me pose problème. Si maintenant je mettais comme ceci, 1 sur n. N c'est 1 sur n. Voilà. Et là ça fait ln de n plus 1 sur n. Tout sur 1 sur n. Là, ça reviendra à faire la limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Voilà. La limite quand t tend vers 0 de 1 plus t. Voilà, j'ai substitué 1 sur n par t. Comme ça, j'ai t et t. Voilà, donc, voilà. Si je fais ça, j'ai 1 plus 0, ça fait 1. Ln de 1, ça fait 0. Sur 0, j'ai 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais pouvoir faire l'hospital avec ça. Si je fais l'hospital, je dérive. Ce qui fait combien Ce qui fait 1 sur 1 plus t. Le tout sur dérivée de 1. Voilà, je dérive ici. Je fais l'hospital. Hein. L'hospital, il faut dériver le numérateur et le dénominateur. Donc si je dérive le numérateur, ln de 1 plus t, ce qui fait 1 sur 1 plus t. Et le dénominateur, ce qui fait 1. Voilà. Et là, ça fera combien? Il va rester t vaut 0. Ouais, t vaut 0, t tend vers 0. Il va rester 1. Et voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc en fait, mon fameux 1 ici, ceci vaut 1. Ceci vaut 1. Voilà, ceci vaut 1. Donc exponentielle de 1 fait exponentielle de 1 fait E de 1 fait E. Donc en fait, j'ai bien trouvé E. À la limite, quand 1 plus 1 sur n exposant n fait E. Bon, alors maintenant, je vous dis ici, j'ai écrit exponentielle de x. Je vous l'ai dit, je peux l'écrire comme ceci. Hein. Exponentielle de x écrit exponentielle de x. Hein. Voilà. Exponentielle de x. Et certaines machines à calculer utilisent exp pour faire exponentielle. Voilà, certaines utilisent x, d'autres écrivent exponentielle de x. Voilà. Il y a GeoGebra, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais bon, on peut écrire ça comme ça. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Enfin bref, ici, on peut aussi trouver, je veux dire, le nombre E.
par des séries limitées. Hein. Hein, si j'écris par exemple 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Hein, etc. C'est une série, voilà, avec une tendance, je veux dire, infinie. Hein, je veux dire, bien sûr, je vais partir de 0. Partir de 0, somme de... si j'écris 1 sur k factoriel avec k égale 0, jusque, enfin, à une tendance vers plus l'infini, mais je vais avoir le factoriel de 0. De 0, ça fait 1, voilà. Voilà. Et, puis après, je vais avoir, si k vaut 1, j'aurai 1 sur 1, plus 1 sur 1. Voilà. Si k vaut 2, j'aurai 1 fois 2 ici, 1 fois 2, plus 1 fois 2, c'est là. Voilà. Si j'ai k vaut 3, c'est 0, 1, 2, 3. Voilà, donc j'aurai 0. Donc ça va donner 1, 1 fois 2 fois 3, et puis 1 fois 2 fois 3 fois 4, et puis 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà. Et cette somme-là va donner E. Elle va donner E. Voilà. Donc ça veut dire que on peut trouver le E de plusieurs manières. Une fois qu'on a découvert le nombre E, ben on peut, connaissant la factorielle, on peut faire je veux dire, des approches de E avec des factoriels, etc., etc. Et notamment avec les séries limitées. Hein. Comment est-ce qu'on appelle ça, les Maclaurin, série de Maclaurin. On peut retrouver le E facilement via des factoriels, etc., etc. Et bien sûr, vous comprendrez qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de relations qui vont donner le E, fatalement, parce que plus vous avez douté, et plus, bon, quand on n'a pas beaucoup douté, pour trouver une relation avec le nouveau nombre E qui a été trouvé par Euler, c'était difficile. Hein. Il a fallu élaborer, comme je vous ai dit, toute une panoplie de théories. Et puis après, quand on avait les factoriels à côté, quand on avait, je veux dire, les nombres complexes à côté, quand on avait les équations différentielles à côté, bon, on se rendait compte que de l'emploi de E de x et de l'utilité de E de x, notamment, comme je vous ai dit, qui sert en sciences. Hein. L'exponentielle, elle sert fameusement en sciences. Hein. Fameusement. Si vous faites des études scientifiques, bah, vous n'échapperez pas à l'exponentielle. Hein. L'exponentielle, bon, voilà. Et donc, l'exponentielle de base, la fonction exponentielle, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle, EX, E de x, là, qui est définie, bien sûr, de R vers R plus 0. Voilà, elle est définie sur R vers R plus 0. C'est-à-dire que toutes les images seront au-dessus de l'axe des x. Mais je peux mettre n'importe quoi comme x, ce que je veux. C'est ça que je veux dire. Le R, je peux pas mettre ce que je veux comme x. Mais le E de x, ça veut dire que je veux sortir un nombre strictement positif d'office. Hein. Voilà, si vous voulez un nombre négatif, il faut mettre un moins devant. C'est juste ça. Bon, c'est pas un problème, ça. Bon, et alors, bon, quand on a défini le E, ben, on voit qu'il y a des liens avec la factorielle et l'exponentielle. On voit qu'il y a un lien avec le logarithme népérien, fatalement, parce que c'est une fonction bijective. C'est la fonction réciproque de E de x. C'est la fonction réciproque de E de x. Donc, fatalement, il y a des liens. Donc, on va voir toute une panoplie de liens entre l'exponentielle et le logarithme népérien. On pourra en faire des formules, comme je vous ai montré. Je vous en ai montré deux. E de ln de x et ln de E de x. Voilà, c'est ces deux relations que j'en ai employé une parmi deux que j'ai trouvées ici, hein, vers les fonctions réciproques. Maintenant, la deuxième peut être utilisée, comme je vous l'ai dit, pour démontrer le logarithme népérien au travers d'une aire, voilà, à travers de l'aire sous une hyperbole égale à 1, sur un intervalle donné un E, ben vous trouverez aussi, je veux dire, le, comment, le logarithme népérien. Voilà, le logarithme népérien. Parce qu'on sait bien que ln de E vaudra 1. C'est ça que je veux dire. À partir de là, on peut définir, je veux dire, le logarithme népérien connaissant, je veux dire, le E et une aire donnée.
Et donc tout ça a été utilisé par Leibniz, Huygens, je veux dire Napier, et beaucoup de gens, énormément de gens. Je ne peux pas décrire ici le nombre de personnes qui ont, je veux dire, découvert des choses là-dessus. Voilà. Donc, quelque part ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, si vous voulez, une suite numérique. Hein. Une suite numérique, parce que pas confondre une série numérique. Là, c'est une série, c'est une somme. Hein. Une somme de suites, c'est une série. Alors que moi, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé une suite via le tableau. Je l'ai effacé tout à l'heure, hein, mais ceci, c'est une suite. Hein. C'est une suite à tendance infinie, si vous voulez. C'est une suite à tendance infinie. Et cette suite à tendance infinie est bornée par un nombre E, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la dépasser. Et bien sûr, ce nombre E a donné tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas me répéter là-dessus, mais elle a donné toutes les fonctions hyperboliques. Hein. Cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, cosinus hyperbolique, tralali, tralala. Et la chanson, elle est ouverte. Hein. Une fois que vous avez ouvert la boîte de Pandore avec le E de X, ben, c'est une multitude de connaissances qui va jaillir de cette boîte de Pandore. Une fois que vous l'avez ouverte, ça y est, il y a tout qui sort. Hein. Tout qui sort. Hein. L'identité de l'air, qui est EJP, qui est égal à moins 1, bien sûr, EJP vaut moins 1, mais EJFI peut vous donner, je veux dire, voilà, qui donne... Et on peut, c'est ouvert à beaucoup de choses, c'est ouvert à beaucoup de choses. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez vu l'exponentielle, vous allez voir que l'exponentielle va vous aider dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie.